Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu particulier, je vais être obligé de ne pas être trop long, puisque ce soir aura lieu un live sur la chaîne YouTube de la Diligence. Alors je vais vous montrer de quoi il s'agit. La Diligence sur YouTube, donc ce sera une présentation de mon travail en infrarouge. Alors, juste, j'arrive tout de suite, je vais vous montrer ça immédiatement. Alors, je l'ai partagé sur ma page Facebook, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça arrive, mon internet est lent, tout est lent. Hop, voilà, donc ce sera... Hop, 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 hop. Hello, hello tout le monde. S'il veut bien le charger. Là, et... Donc je vous envoie le lien. Donc je sais pas encore exactement si ça va être diffusé sur Facebook ou sur YouTube. A priori ce sera sur Facebook. En gros, je vous explique rapidement. C'est une initiative d'une amie qui est scénariste chez Ubisoft et elle profite du confinement en fait pour réaliser des interviews de différents artistes, de différents profils. Et en fait, voilà, hop, c'est ça que je voulais vous envoyer, la chaîne YouTube, de différents profils, et en fait de gens créatifs, que ce soit dans le milieu du jeu vidéo, de l'animation, de peu importe, voilà. Donc elle réalise des petites interviews, donc les personnes se présentent pendant une demi-heure et présentent leur domaine d'activité, et ensuite il y a un question-réponse de 30 minutes également. Voilà, donc vous avez, c'est assez intéressant, hein, vous pouvez regarder les replays sur le lien YouTube que je vous ai envoyé, et en replay, vous avez donc des comédiens, des maquilleurs, des scénaristes, etc., qui parlent de leur métier. C'est plusieurs fois par semaine l'émission, en tout cas tant que le confinement dure, et vous pouvez suivre ça. Donc bref, toujours est-il que ce soir à 18h30, c'est mon tour, et il va donc falloir que je prépare un petit peu cette intervention, et comme vous en doutez, j'ai rien préparé du tout, donc il va falloir que je bosse un peu. D'où un raccourcissement du live aujourd'hui. Je suis là simplement pour finaliser donc l'image que nous avons commencé hier, vous faire un petit coucou, m'assurer que tout le monde va du mieux possible, et ce sera tout pour aujourd'hui. Malheureusement, je ne m'éterniserai pas, on essaiera de faire mieux demain. Voilà, donc on va reprendre sur cette image. L'idée, ça va être de la finaliser. Alors, c'est pas forcément très intéressant pour une raison simple, euh, c'est qu'en fait, il y a surtout du détail en fait à traiter maintenant, et le gros de l'image est déjà fait. Alors, le petit souci qu'on peut avoir là-dessus, ça va être vraiment déjà de corriger ici ces histoires de fantômes. On l'a vu hier, on a 2-3 zones où j'ai un peu surexposé les feuilles, donc on va revenir en arrière, etc. Moi, ce qui me gêne, c'est cette zone-là, parce que j'ai des retours un peu disparates au niveau de cette ouverture. C'est que certaines personnes trouvent que l'image fonctionnait mieux en termes d'appel vers un autre monde sans la lumière, comme ça. Alors que d'autres, au contraire, préfèrent ça. Peut-être que la lumière écrase un peu trop le détail et donne moins envie au regard de s'y projeter. Donc je vais peut-être essayer de retravailler ça en venant remettre un peu de netteté, de structure dans cette zone-là. Et je me pose quand même la question du tuyau, s'il bloque pas un peu la vue, je sais pas.
Je parle pas pour discuter, Raph. Je parle de mes PowerPoint. C'est mes PowerPoint qui sont pas prêts. Donc, ici, rendre l'escalier plus rouille. Alors, rendre l'escalier plus rouille, ça va nous demander encore de la sélection, hein, comme d'habitude. Donc, quel type de sélection on va être obligé de venir récupérer la sélection de la végétation. Je vais faire un groupe. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà une base pour l'escalier. Il me reste à la corriger. Donc ce masque de l'escalier, je l'obtiens à partir de l'inverse du masque de la végétation. Donc là, je vois à peu près les contours de mon escalier. Je le sélectionne. CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection. Commande retour pour remplir avec la couleur d'arrière-plan, ici du noir. Voilà, donc là, j'ai déjà une bonne partie de mon escalier qui est sélectionnée. Je fais un préaplati juste pour sélectionner les petits morceaux de noir là qui sont également dans ma sélection et que j'ai pas envie d'avoir. Donc on fusionne, sélection, plage de couleurs, on vient sélectionner ici uniquement les noirs. Donc là voilà, je sélectionne mes zones les plus sombres. Si Raph, c'est pour parler du collectif aussi, donc je mets des photos de nos expos, je mets des photos de... Voilà, je présente un peu ce qu'on fait. Et ce qu'on produit, donc le site, les expos, etc., la chaîne YouTube. Donc maintenant que j'ai sélectionné les noirs là derrière, je viens peindre sur mon masque, hein, et là normalement ça va plus ou moins réussir à isoler l'escalier. Alors à peu près, hein, vous voyez, le masque n'est pas ultra clean. Alors je sais pas pourquoi mon ordi est aussi ralenti. Ça doit être que j'ai pas dû le redémarrer depuis le début du confinement presque. Alors ça dure 1 heure au total, Freddy, normalement, alors sauf dépassement, mais il y aura sans doute des dépassements comme d'hab. C'est-à-dire qu'il y a 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Mais de toute façon, enfin, si vraiment vous ne pouvez pas être dispo, si ça vous intéresse. Après, je pense que vous n'apprendrez rien de neuf. Ceux et celles qui me suivent quotidiennement, qui sont sur le groupe Facebook, il n'y aura pas de grandes nouveautés. En revanche, le live est enregistré, donc si vous le loupez, vous pourrez l'avoir en replay. Voilà, donc là j'ai à peu près l'escalier, donc ça tombe bien. Voilà, ça j'ai donc bien l'escalier et je vais pouvoir le réchauffer. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Et je vais densifier un peu toute la zone en bas. Bah écoute, si t'es dispo, Freddy, tu viens faire un tour, moi ça me fera plaisir que tu sois présent, que tu viennes me soutenir. Je sais pas du tout combien il y aura de personnes d'ailleurs à ces lives, j'ai pas trop suivi le nombre de spectateurs.
Tu donnes des cours de quoi, Dimitri? Avec Photoshop aussi, ah, c'est cool. Bien, bien. Ok. Bon là vous voyez j'ai cette courbe là, qui était un peu trop violente pour sur courbe 4. J'ai un peu cramé les feuilles. Voilà, je vais juste redonner un tout petit peu de matière dedans. Escalier plus haut, et bon, j'ai 2-3 merdes encore. Qu'est-ce que c'est ça? Je me note des trucs. Ok. Alors maintenant qu'on en est là, je vais faire un pré-aplati. Et je vais voir ce que je peux faire dans cette zone-là. Alors, en temps normal, ce que je ferais, c'est que j'irais soit travailler dessus avec du contraste pour faire ressortir de nouveau un peu les noirs. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est retrouver dans mes calques ici la courbe qui a trop éclairci cette zone. Mais je vais pas faire ça, je vais tenter d'utiliser un plugin. Je vais aller dans les plugins de Topaz et Adjust et je vais voir en termes de micro-contraste, c'est-à-dire de contraste sur les contours, ce qu'il me propose. Vous voyez qu'on a des réglages ici, Clarity, etc. Donc tout ça, c'est des presets d'un plugin, presets qu'on peut évidemment modifier, hein. Ça, ce ne sont que des propositions de l'éditeur du logiciel. Alors la plupart du temps, ils vont vraiment mettre en valeur les textures et la matière. Là, vous le voyez sur le mur ici, par exemple, un truc comme dramatique ici. Ça va tellement augmenter les micro-contrastes, c'est-à-dire les contrastes au niveau des contours, qu'on va avoir une grosse mise en valeur de la texture. Alors le problème avec ça, c'est que on est vite tenté de l'appliquer. On se dit waouh, la texture elle ressort, c'est magique, c'est ultra matiéré. Le problème c'est que si on l'applique en global sur l'image, ça fait faux, ça fait très 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 fake. Donc il faut vraiment savoir l'utiliser avec parcimonie. D'une part avec des opacités réduites, vous n'allez pas appliquer ça à 100%, vous allez réduire l'opacité, et surtout il faut bien choisir ces zones. À mon sens, ça sert à rien de rajouter de la texture partout. L'effet est le même finalement. Donc il faut choisir où on veut augmenter la texture. Par exemple, à mon sens, après avoir autant densifié la zone sous l'escalier, ça n'a pas de sens de venir maintenant remettre de nouveau de la texture. C'est contradictoire par rapport aux retouches qu'on a effectuées précédemment dans cette zone-là. Ici, ça pourrait avoir du sens, mais c'était pas mon idée initiale, donc je vais pas partir là-dessus. Donc je vais déjà essayer de voir. Alors j'ai mild contrast normalement, mild details qui devrait être pas mal. Voilà. Ouais, je vais prendre mild details, j'ai déjà appliqué ça. Donc ça c'est Topaz Mild Details. Je l'applique en mode luminosité ici dans le mode de fusion pour n'appliquer que la lumière. Alors ça changera quasiment rien. Mais c'est pour être certain qu'il n'y ait pas que les couleurs ne bougent pas. Et maintenant, comme j'ai pas envie de l'appliquer partout, je vais aller essayer de rechercher le masque qui correspondait à la porte. Vous vous souvenez, hier je l'avais fait rapidement à la plume. Il est là. Alors là, j'arrive à reconnaître mes masques à peu près, hein, parce qu'ils sont visibles, mais théoriquement, ce serait bien de renommer chaque calque. Alors là, j'ai
pas franchement l'envie ni la motivation pour le faire. Mais si on voulait bien faire les choses, bah, ce serait bien de tout renommer. Donc là, vous voyez, ça va augmenter le contraste, les micro-contrastes dans le fond. Et du coup, donner peut-être un petit peu plus envie à l'œil de s'engouffrer dans cette porte. Bon, là, je me crée vraiment mon histoire. Hein. Salut Nazemrap. Donc, ce que je disais à tout le monde tout à l'heure, Nazemrap, le live aujourd'hui va être assez court puisque j'ai un live à 18h30 sur une chaîne YouTube qui a été partagée un petit peu plus haut dans le chat. Je sais pas si tu vois tout ça. Qui va me demander un petit peu de prépa. Donc, ici, on va se contenter aujourd'hui de finir cette image et ensuite, je rendrai l'antenne pour aujourd'hui. Et nous ferons un live un peu plus long demain, un live complet. Bon, ensuite j'ai toute une partie clean. Alors là encore, hein, normalement cette partie clean, on ne la fait pas, au-dessus des effets de lumière et de chromie. On est censé la faire en dessous normalement. Là c'est mes propres images, donc je bosse un petit peu comme un sagouin parce que je bosse sans filet parce que c'est pas grave. Je sais que s'il faut revenir en arrière, c'est moi qui le décide et je trouverai un moyen. Donc là je vais m'occuper de toute la partie un peu clean des feuilles, donc c'est la partie moins marrante. Juste pour éviter comme ça justement les petits halos fantômes qui se dupliquent. Donc je vous rappelle que ces halos proviennent de... C'est ma faute, hein. Ils proviennent de Photomatix, logiciel dont je me suis servi pour faire l'assemblage HDR. Parce que les feuilles ont bougé entre mes différentes prises de vue. Et comme les feuilles ont bougé, eh bien, le logiciel n'a pas réussi à les recaler puisque le mouvement a été assez aléatoire entre les deux photos. Et du coup, on se retrouve avec des superpositions où il va utiliser 50% d'une photo, 50% de l'autre, ou 30% de l'une, 70% de l'autre. Et on obtient ces effets de fantôme. Et alors, on a réussi à les corriger avec Photomatix dans toute cette zone-là, la zone à droite. Hein, normalement, là, il n'y a pas de souci. En revanche, là-haut, c'était pas bon. Et je me suis aperçu tout à l'heure que là, c'est la catastrophe aussi, ici. Donc là, merci Photomatix hein, pour ça. Ce sont les limites du truc. Après, on avait échangé notamment avec Millennium sur la possibilité de faire ou du HDR logiciel, donc d'utiliser une application tierce pour faire le HDR, c'est ce que j'ai fait avec Photomatix, ou de le faire à la main dans Photoshop avec des masques de luminosité, ce qu'on appelle le digital blending. Là, la problématique aurait de toute façon été la même entre les deux méthodes, pour la simple et bonne raison que aligner des éléments qui ont totalement bougé d'une prise de vue à l'autre, c'est pas possible. Donc là, vous voyez, c'est cette feuille qui a bougé, et du coup, elle laisse une empreinte derrière. Donc on a ces espèces d'effets de contour très peu heureux. Donc je les corrige au tampon, c'est un peu fastidieux, c'est un peu long. Alors autant ça dérangerait pas, hein, vous voyez, personne l'avait vu jusqu'à ce que je zoome sur cette zone. On publie ça sur les réseaux, personne ne le verrait jamais. Après moi j'aime pas publier des photos où il traîne de la retouche crade, même si je sais que personne ne le verra. C'est un peu contre ma déontologie, si vous voulez, puisque je pars du principe que chaque image a vocation, de toute façon, à être imprimée, à être tirée. Donc je fais en sorte qu'elle soit le plus clean possible et qu'elle soit prête, justement, pour un tirage, pour une expo ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est le genre de truc, là, ce que je suis en train de nettoyer, si on faisait un tirage... d'1 mètre par 70 cm, pourquoi pas, ce serait totalement visible en fait. Et ce serait assez décevant de se retrouver avec ce genre de soucis sur un tirage, sachant qu'un tirage d'1 mètre par 70 cm, ça commence à chiffrer un petit peu en termes de prix quand même.
Après, tout dépend sur quoi vous l'imprimez. Je sais pas sur quoi vous avez l'habitude, vous, d'imprimer vos images, vos photos, si vous le faites encore d'ailleurs. Euh, je vous encourage à le faire, hein, parce que on ne sait pas combien de temps nos disques durs vont pouvoir tenir et afficher tout ce qui s'y trouve. Donc voilà, pensez à imprimer vos meilleurs clichés, à réaliser des tirages. Barita, ouais, Barita c'est très bon. Ça fait des beaux blancs. Le Barita en 720, c'est beau. Après, c'est vrai qu'au niveau des impressions, surtout ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire tout un tas de trucs et chaque photo peut avoir presque une seconde vie une fois printée. Que vous imprimiez directement, alors juste sur du papier photo plus ou moins classique, euh, satiné, mat ou brillant. Il y a après tout un tas aujourd'hui de papiers photo qui sont magnifiques. Et l'infrarouge, et notamment le 720, ça rend absolument génial sur tous les papiers métallisés. Donc je sais que Picto ne le fait pas sur le papier métallisé et c'est dommage parce que c'est vraiment superbe. Après, il y a bon, alors évidemment, hein, dès qu'on commence à faire de l'impression d'Ibon ou d'Iasec, là on est vraiment sur des choses qui peuvent être superbes, hein, en termes de qualité. J'ai fait justement un tirage infrarouge comme ça, 720, de plus d'1 mètre de long, qui est donc en sandwich entre une plaque de plexi et une plaque d'alu, donc voilà, c'est du Diasec. C'est vraiment sublime, hein, surtout en infrarouge, c'est magnifique. Après, c'est sûr que c'est un budget énorme. Mais j'aime bien les grands formats, oui, je suis assez fan des grands formats. Après, c'est vrai que chaque photo a le potentiel de rendre bien dès lors qu'elle est tirée en très grand. J'ai testé des trucs aussi, alors c'est beaucoup plus bas de gamme dans le genre, mais ça m'a bien plu. C'est un site qui... Alors j'ai fait des tirages très chers, hein, j'ai utilisé notamment le site White Wall pour faire des impressions directement sur plaque d'alu pour des petits tirages. C'était très 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 beau, je vous les montrerai une autre fois. Pour une expo qu'on avait réalisée avec le collectif Lumière de l'assaut photo infrarouge. Et donc White Wall avait fait ses tirages directement sur plaque d'alu, c'était vraiment top. C'était des photos, alors il y avait un peu de tout, il y avait du 720, il y avait beaucoup de 630, mais c'était des photos où j'avais pas inversé les couches, donc la végétation était du coup bleu métallisé, c'était assez joli comme rendu. Et donc oui, ce que je vous disais pour le bas de gamme, c'est que j'ai testé un site qui s'appelle moneuvre.fr. Alors ça fait un peu site amateur, quoi. Vous savez, c'est le genre de truc où on peut imprimer ses photos sur des puzzles, des t-shirts, des casquettes, des nounours, des trucs comme ça. Mais ils font de l'impression sur toile. Et autant j'ai toujours trouvé que l'impression sur toile c'était très kitsch, très laid. Enfin, ça m'a jamais plu en fait. Et il y a 1 an tout pile, j'étais dans un Airbnb à Nancy et j'ai vu là-bas justement une impression de photo sur toile, mais c'était pas une photo, le genre de truc que vous achetez chez Ikea, tout fait, etc. C'était vraiment une photo custom de l'hôte qui me recevait à ce moment-là dans son logement en Airbnb. Et j'ai trouvé ça très chouette, et c'est la première fois que je trouvais justement une impression toile jolie. Donc je m'y suis intéressé et je suis passé donc par ce fameux site dont je vous parle, moneuvre.fr. Et en fait, il propose des impressions sur toile, donc avec un châssis bois. Et à des prix mais défiant toute concurrence, quoi. Vous pouvez, pour même pas 30 balles, aller dans des formats qui dépassent les 1 mètre.
Et j'ai fait un test. Alors certes, la photo rend plus dense, on va sortir avec quelque chose de plus sombre, mais c'est top. En gros, en quelques mots, alors oui, évidemment, c'est pas comparable avec un tirage sur du Barita ou un tirage métallisé, un Dibond ou un Diasec. Ça, on est bien d'accord, il n'y a pas à comparer. Mais le prix n'est pas non plus le même. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, ce genre de méthode, c'était un peu une bonne possibilité pour faire une expo du pauvre, si vous voulez. C'est qu'en gros, pour entre 20 et 30 euros par tirage, vous sortez des formats de plus d'1 mètre, ce qui est quand même assez conséquent. Et voilà, et tout ça sur toile. Donc en gros, si vous avez une demande d'expo et qu'il n'y a pas de fric, ça permet de répondre tout de même favorablement. Donc de jouer la carte autopromotion et réseautage, sans non plus vider son compte en banque. Voilà, donc je me suis mis cette petite idée de côté. Alors certes, ça dessert un tout petit peu les photos, parce qu'en termes de qualité, on n'est pas non plus dans le max qu'on peut tirer de vos images. Mais l'infrarouge étant par défaut lumineux, ça vient compenser la perte de lumière induite par l'impression sur toile. Voilà, bon, c'est petite réflexion sur le sujet. Alors Millennium, tu dis salle digitale, ouais je connais. Photolab, je connais moins. Salle, je connais. Et c'est vrai qu'ils font plutôt du bon boulot. Ouais, moi je suis passé. Alors c'est White Wall, mon œuvre pour la toile. Picto, bien évidemment. Et voilà. Ouais, et ça rendait bien, Freddy, ton panneau sur la toile. Enfin, t'en étais content, je veux dire, toi. Eh bah super, oui, bah s'il est dans ton salon, c'est qu'il doit te plaire, il doit toujours te satisfaire. Mais voilà, alors du coup, je sais pas si tu es tout à fait d'accord avec moi, Freddy, mais pour moi, la toile, même si c'est loin d'être le support le plus noble, voilà, ça reste. Quand c'est bien fait, quand la photo vaut le coup et que le tirage est suffisamment bien réalisé, à mon sens, ça fait totalement la blague. Hein. On peut sans aucune honte ni retenue se diriger vers ce genre de support. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai qu'il remplace sans souci. Ça a été le cas de Whitewall aussi. Hein. Whitewall, quand j'ai fait mes petites impressions sur plaque d'alu, j'en ai une qui est arrivée. Alors, elle n'était pas vraiment rayée, mais disons qu'il y avait une trace style rayure, mais c'était pas rayé. Et je leur ai envoyé une photo, je leur ai dit écoutez, voilà, il y a ça. Ils me l'ont refait, ils m'ont rien demandé. J'ai reçu un second tirage, je leur ai dit en plus que j'étais un peu pressé parce qu'il y avait une expo, ils n'ont rien négocié. Ah oui, Art Fodola, bah ouais, ça Hermine, ouais. Ils sont réputés pour. Alors j'ai jamais tiré chez eux, mais effectivement, le Dibond. Après, le Dibond, c'est vraiment le support noble. Alors, Dibond, maintenant. À l'époque, donc il y a 3-4 ans, quand on faisait des expos avec l'assaut photo infrarouge, on avait commencé par faire beaucoup de Dibond, donc on imprimait, alors j'ai plus le nom du papier, mais c'était un beau papier d'ailleurs. On faisait les contre-collages directement sur Dibond. Et le seul problème, c'est que nos expos ont quand même pas mal bougé. Alors elles ont bougé juste à Paris, hein, mais il y a eu pas mal de transports. Et il se trouve que le problème du Dibond avec un tirage qui n'est pas protégé en lui-même, le tirage s'abîme très 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 vite. Et dans les expos, dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant un tirage, vous avez un vernissage un peu bondé, un coup de sac à dos, quelqu'un qui met un doigt dessus après avoir bouffé une chips, bon.
malheureusement, le Dibond pur, ça coûte très cher quand même. Et finalement, ça s'abîme très vite. Donc c'est un peu ce qui nous a calmé là-dessus. Quand on faisait les expos, parce que les tirages finalement dans leur rotation avaient une durée de vie qui devenait beaucoup trop courte vu l'investissement. En tout cas, les tirages restaient bien sûr acceptables et regardables, mais en l'état ils n'étaient plus vendables. Et c'est vrai que quand on commence à faire 10, 15, 20, 40 tirages infrarouges pour des expos différentes, c'est cool, mais à un moment donné, il faut justement pouvoir s'en débarrasser. Donc soit vous les donnez ou vous les offrez, soit évidemment le but du jeu de tout photographe, c'est quand même d'arriver à en vendre, même si c'est pas forcément pour en vivre, pour se faire du fric, mais au moins symboliquement pour donner une valeur à son travail, autre que sentimentale, je veux dire. Et donc là, voilà, nos tirages sur 10 bons purs n'étaient plus vendables en l'état parce que le moindre pet dessus, ça le détériorait trop. Et il n'était plus. Enfin, à mon sens, ils étaient devenus impropres à la vente. Ouais, je suis d'accord parce que le plexi avec le rendu qu'il produit, je trouve que le rendu brillant sur l'infrarouge, ça rend presque mieux que le rendu mat. Alors ça dépend des types d'infrarouge, hein, ça vaut pas pour tous les filtres. Mais dès qu'on ajoute la couche de plexi, ça rend l'ensemble plus brillant et on a une sensation de lumière qui est décuplée. Et c'est vrai que lorsque moi j'avais un tirage, celui que j'avais à l'époque accroché dans mon salon, voilà, là vous voyez, hop, j'ai quand même bien rattrapé déjà au tampon tout ce bazar. Parce que oui, on discute, mais ça bosse un peu plus que hier. Le plexi rend l'ensemble plus lumineux et ça décuple l'effet de l'infrarouge. Et alors après, par contre, avec le plexi, là, ce qui est sûr, c'est qu'on est, en termes de résistance, on est paré, quoi. C'est que là, au moins, le tirage étant sandwiché entre deux couches, euh, il est, euh, il est quand même bien protégé. Après, oui, le problème du plexi, c'est que ça se raye. Hein. Ça, si on ne protège pas. Le vrai problème lors des expos, ça va être le transport. C'est toujours le transport. C'est qu'on doit faire les accrochages souvent à la va-vite, les décrochages à la va-vite également, et ça s'abîme quand même très 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 vite. Alors Freddy, tu nous envoies un lien. Ah, ça va être ton tirage dans le salon, j'espère. Ah yes, c'est ça l'image que t'as. Ah oui, c'est vraiment très allongé. Hein. Et donc ce format-là, ils ont pu le faire aussi long comme ça. Donc parce que c'est quand même un format custom, t'es pas sur du format standard. Ah oui, 1,20 m de long, vache. Et t'as un châssis de quelle épaisseur là-dessus, Freddy? Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Bah ouais, sur mesure. C'est que là, quand je parle des trucs mon œuvre, les formats sont imposés. Donc forcément, pour profiter d'un tarif avantageux, parfois, il faut un peu recadrer son image. Il faut accepter de rogner. C'est pour ça que je dis, bon, voilà, c'est un petit côté amateur où le photographe doit s'adapter, quoi. Ah, et 4 cm, donc d'accord. Il me semble que c'est les plus épais, 4 cm, si je dis pas de conneries. Parce que moi, mon truc fait 2 cm. Et pour des formats de plus d'1 mètre, ça devient limite 2 cm. Bon, est-ce que j'ai réussi à rattraper le coup? Regardons. Waouh! Voilà, donc vous voyez, le tampon c'est chiant, ça demande un peu de patience. Je vous avoue qu'en discutant avec vous, je ne l'ai pas vu passer, je n'ai pas trop souffert, mais au moins tous les défauts sont clean. Allez, j'enregistre avant de perdre ça, parce que c'est le genre d'opération que j'ai pas envie de refaire deux fois.
Ouais, ça c'est sûr, c'est que... Alors, tu me donnes une excellente transition, Freddy, par rapport à ce que je voulais vous dire également. C'est que la toile, c'est ultra léger. Donc c'est pour ça que je disais, dans le genre expo, vite fait, bien fait, pas cher, efficace, c'est pas mal, parce qu'on peut faire beaucoup de tirages pour un prix qui reste acceptable, on va dire, on va pas se ruiner non plus. On peut monter toute une expo, alors si, je vais dire n'importe quoi, mais si dans votre expo, vous avez une douzaine de photos, et que chaque tirage de mon œuvre, vous allez le payer, frais de port compris, en grand format, grand max 30 balles, pour moins de 400 euros, vous montez une expo. En fait, c'est pas cher, c'est rien de monter une expo à ce tarif-là. Donc, c'est pas mal du tout. Parce que à 360, moi celui que j'avais dans mon salon, là, le Dibon, pardon, le Diasec dans mon salon, rien que lui tout seul en format d'1 mètre, il coûtait déjà plus de 300 euros, quoi, donc, chez Picto. Donc j'en avais qu'un seul, alors que là, vous avez vu, je peux en sortir une douzaine sur toile. Et en plus, c'est extrêmement léger. Et comme ça coûte moins cher en termes de fabrication, en cas de détérioration, pour tout ce qui est assurance ou autre, ou même le refaire, disons que ça piquera un peu moins, quoi. Donc le truc, c'est que la légèreté, c'est important aussi, parce que là, vous voyez, j'ai mis 12 tirages. Si on fait une expo avec 12 tirages, il faut pouvoir les transporter. Alors Raphaël, si tu es toujours là, doit se souvenir de nos premières expos où on avait tous nos tirages dans des valises et où on trimballait ça dans tout Paris, et ça pesait un âne mort, et puis à chaque fois qu'on passait une bordure de trottoir, on balisait de flinguer nos tirages avec le choc. Bon, c'est pas l'idéal. Le truc, c'est que après avoir fait nos tirages sur Dibon, donc on emballait à chaque fois précautionneusement dans du papier bulle, avec des feuilles de papier de soie, qu'on manipulait avec des gants pour pas les défoncer. On est passé aux encadrements. Donc on est allé acheter... Alors au niveau encadrement, le problème c'est qu'un encadrement, ça peut vite coûter plus cher qu'un tirage. C'est que si vous commencez à prendre des beaux cadres sur mesure, avec des belles baguettes, que vous faites faire les passe-partout, les Marie-Louise en custom, sur un carton que vous avez choisi, etc. Franchement, ça coûte une fortune. Le cadre, rien que l'encadrement, va coûter 1,5 à 2 fois plus cher que le tirage en lui-même. Et le truc, c'est que donc on l'a fait, et sur des expos où on avait chacun 8-10 tirages, le vrai souci de l'encadrement, c'est le poids du verre. C'est qu'en fait, c'est super lourd. Donc à transporter, pareil, si vous avez une expo itinérante et que vous faites des expos nombreuses, mais à la durée de vie courte, c'est-à-dire des expos qui ne vont pas dépasser un mois de représentation, là ça devient vite compliqué. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, ça éteint un peu les lumières. La toile, c'est sûr que ça densifie un peu, hein. C'est pas du tout le même état d'esprit qu'un beau papier photo, ou un plexi qui au contraire va illuminer. Mais cela dit, comme on est en infrarouge et qu'on est déjà dans des photos très lumineuses, l'infrarouge aide justement, à mon sens, à compenser cette perte de lumière. Si nous étions dans de la photo classique, absolument d'accord, ça densifie, ça enterre le tirage. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, à part pré-éclairer la photo avant de l'envoyer en tirage, mais sinon il n'y a pas de solution. Donc voilà. Mais sur de l'infrarouge, moi je l'ai fait sur du 720, je m'étais assuré que mes blancs soient bien péchus. Si on demande à l'imprimeur, et il me semble que mon œuvre le fait de mémoire, on utilise bien son profil ICC d'impression, on peut compenser notre fichier et se retrouver avec quelque chose où certes on est un petit peu plus dense, mais ça va, ça reste tout à fait acceptable.
C'est ce que je dis, ouais, Hermine. C'est que, en fait, dès que je dois imprimer pour du custom, sur toile ou autre, j'essaye. Alors, Picto les fournissent par défaut. Chez d'autres imprimeurs, il faut les demander. Je convertis toujours le fichier, mon fichier, dans le profil de l'imprimeur. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons que j'ai envie d'envoyer ça chez Picto. Je vais prendre mon image, je vais l'aplatir. Hop, voilà, j'aplatis l'image. Alors, ne surtout pas enregistrer là, sinon je perds tous mes calques. Je vais convertir en profil. Et dans mes profils, normalement, ici, il va falloir importer le profil d'impression. Donc là, vous voyez, j'ai des profils de Picto. Et je vais pouvoir avoir l'aperçu de ce que sera mon image avec un profil de chez Picto. Alors ici, comme on est sur du profil Fine Art et autres, regardez ce qui se passe. Ça bouge. Je ne sais pas si vous le voyez sur Twitch. Regardez cette zone là dans les noirs. Vous voyez ce qui se passe dans les noirs ici? Là, regardez sur le lambda Picto. Alors ça, c'est un profil noir et blanc, donc c'est normal que ça passe en noir et blanc. Voilà, donc je fais attention en fait à mes profils, et si je me rends compte que ça enterre un peu mes blancs ou que ça casse mes noirs, je viens compenser. Donc effectivement, je rééclaircis un petit peu. Donc au bout d'un moment, quand vous avez pris l'habitude, si la chaîne de votre prestat d'impression est bien calée, et que vous avez pris l'habitude de bosser avec eux, vous pouvez anticiper ça et suréclairer votre fichier avant de l'envoyer en print. Donc vous faites une petite courbe de compensation. En fait, le truc, c'est que il faut... c'était la méthode un peu de travail à l'ancienne, c'est-à-dire avant les profils, hein, ce qu'on faisait. C'est une méthode qui marche très bien. C'est-à-dire que si vous avez une photo et que vous l'imprimez et que vous vous rendez compte qu'une fois imprimée, elle est trop dense, c'est-à-dire trop sombre, et trop magenta par exemple, par rapport à ce que vous avez sur l'écran, et bien sur l'écran, vous allez l'éclaircir un peu plus, et vous allez rajouter du vert, qui est la complémentaire du magenta. Et normalement, en imprimant à nouveau, les réglages qui certes vont modifier la photo sur l'écran, et la photo ne rendra plus en fait comme ce que vous souhaitez, eh bien vous allez compenser cela, et normalement votre tirage devrait être ce que vous aviez initialement sur l'écran. Donc ça, dès lors qu'on a fait un petit test... c'est gagné, quoi. À condition que la chaîne de l'imprimeur soit bien calée, c'est-à-dire que ça ne bouge pas dans le temps. Normalement, alors ça dépend des labos, hein. Il y a différentes qualités de labos aussi, mais si on prend par exemple des professionnels comme Picto, si j'envoie mon image, la même, hein, le même fichier, exactement le même, à tirer en 2016 et que je renvoie le même en 2020, a priori, je suis censé obtenir exactement la même chose. Malheureusement, c'est pas le cas de tous les imprimeurs, hein. Il y en a, ça bouge beaucoup. Bon, voilà, ma végétation. J'ai comblé les trous, c'était pénible, mais c'est fait. Hop. Donc, on enregistre. Bon, et dernier truc que je voulais faire, c'était travailler un peu les lettres là de mon futuring, savoir si je mets une petite dominante de couleur, parce que le néon, il a une couleur, hein, le tube fluo, qui ne me plaît pas du tout. Donc je vais déjà voir si je peux essayer de l'isoler. Alors ouais, Freddy, le bon à tirer, d'accord, mais il n'y a pas tous les imprimeurs qui font des bons à tirer, hein. Ça dépend de la commande que tu vas leur passer après. Si c'est une petite commande, ils te feront pas un bon à tirer.
Mais bon, normalement, aujourd'hui, avec les profils, quoi qu'on en dise, on est quand même sur des chaînes graphiques qui sont plutôt pas mal, plutôt bien calibrées, quoi. C'est-à-dire, si vous respectez bien le travail avec les profils, que votre fichier est bien calé, normalement, c'est censé sortir tout seul en tirage. Ouais, seulement les plus chers. Ouais. Ça, je suis bien d'accord. C'est sûr que c'est pas chez mon œuvre qu'on va avoir un bon à tirer. Bon, après, il y a plein de labos hein, qui font du tirage de tout type. Mais voilà, donc Art Photo Lab, Salle, qu'est-ce qu'on a dit d'autre Mon œuvre, du coup, Picto, bien sûr. Je vous ai parlé de White Wall. Bon, voilà, il y en a tout un tas. Bon, là, c'est bizarre parce que, vous voyez, dans la végétation, j'ai l'impression d'avoir totalement flingué ma végétation. Ça ne me plaît pas. Donc, ça, c'est ma retouche. Si on enlève toute la retouche... Ouais, c'était déjà pas terrible, hein. Vous voyez, c'est que la chromie a totalement achevé la matière. Donc je vais voir si je peux remettre de la matière, ce serait bien. Donc j'utilise le calque d'origine avant toute retouche et je vais le mettre en mode luminosité. Donc là vous voyez, je remets la luminosité donc comme d'hab, hein, de mon fichier d'origine sur la couleur actuelle. Donc là ça me permet de retrouver notamment la matière ici dans les feuilles. Et dans ces feuilles, je vais essayer d'augmenter, de booster la matière, la texture. Donc je vais le faire avec Topaz Adjust, qui est plutôt efficace, hein, on l'a vu. Pour ce faire, donc je vais zoomer un peu dans cette image. Alors l'idée c'est uniquement de travailler la matière sur les feuilles, donc je vais y aller très costaud, si possible. Voilà, ouais. L'idée c'est vraiment de... Hop, donc là on a crisp. L'idée c'est juste de retrouver un peu de matière dans les feuilles, parce que je l'ai défoncé à force de travailler. Ok. Et là, je vais utiliser un filtre passe-eau. Donc passe-eau, c'est un filtre qui va permettre de visualiser uniquement les hautes lumières. Pardon, qu'est-ce que je vous dis? Le passe-eau, c'est un filtre qui remplace les aplats par du gris neutre, du gris 50%, et qui va montrer les micro-contrastes, c'est-à-dire les détails de votre image, les détails fins, les contours, sous forme de zones blanches ou noires. Bon, voilà, pour vous simplifier le fonctionnement. Donc là, en fait, l'idée, ça va être de mettre en valeur les détails. Donc c'est pas très visible, mais on va voir ce que ça donne. Et maintenant, je vais transformer ce calque en mode incrustation. Et regardez ce qui se passe, c'est qu'avant j'avais ça, maintenant j'ai ça. C'est-à-dire que je retrouve déjà un petit peu de nervure de feuille. Je vais l'appliquer uniquement dans la végétation. Donc je récupère en faisant commande CTRL-clic sur le masque végétation, je réapplique ce masque végétation à mon calque 3. Donc là vous voyez, maintenant j'ai juste les nervures des feuilles qui réapparaissent et je vais doubler ce calque. Et en fait ça me permet de retrouver partout dans ma végétation un petit peu de matière que j'avais perdue. Vous voyez là justement ici cette ligne, ces lignes, sinon là j'avais plus rien. Ce qui est un peu dommageable. Donc je vais mettre tout ça dans un groupe, parce que j'ai pas envie de faire d'utiliser cette technique partout. J'ai envie de l'utiliser uniquement là où je l'ai vu. Donc c'est-à-dire là, là, là et là. Et c'est tout.
ça c'est pas mal. Voilà, c'est pas grand chose, hein, mais ça permet d'éviter d'avoir des feuilles qui sont totalement cramées, desquelles je perds toute la matière. Il n'y avait déjà pas beaucoup de matière, hein, de base, mais il y avait quand même des subtilités qui ont été un peu perdues dans le process. Voilà. Bon, je vais enregistrer ça. Ça me plaît plutôt pas mal. Bon, c'est un peu costaud comme type d'image. Faudra voir dans le reste de la série comment ça s'intègre. Peut-être qu'il y aura... à remodifier certains éléments. Peut-être que selon le reste de la série, il faudra revenir en arrière ou au contraire pousser un peu plus ce visuel. Sachant que, comme je vous l'ai dit hier, j'ai trouvé une idée. J'ai vraiment envie de partir dans des choses assez graphiques, de mélanger les différents niveaux, les niveaux vraiment géographiques, donc différents levels, si vous voulez, différents étagements. À la fois des niveaux de rêve, vous savez, ces différentes couches de rêve à la Inception, hein, le rêve imbriqué dans un autre rêve. Voilà, de travailler justement sur tout ce qui est imbrication et de bosser avec les représentations de Escher, justement, avec des décors qui vont être imbriqués les uns dans les autres également. Donc d'utiliser éventuellement des lignes, que ce soit le tuyau ou les portes, pour cacher d'autres décors au travers de figures géométriques. Voilà, c'est encore un peu flou, hein, dit comme ça, mais le projet prend forme petit à petit et nécessitera de toute façon une nouvelle visite sur ce site. Donc comme je vous disais, avant d'y aller, je voudrais déjà avoir quelques images maîtresses, des key visuals comme on dit, pour m'inspirer sur place. Voilà, donc ce visuel-là est terminé. Donc comme il est terminé, je vais faire ma petite couche de grains habituels. Donc on va remplir avec du gris et on va utiliser toujours DxO Film Pack. Alors je vous montre juste la méthode. Si vous avez envie de faire cette méthode là, vous pouvez la faire juste avec Photoshop, avec l'ajout de bruit. Vous mettez 4 ou 5, vous mettez bien en gaussien monochromatique. Gaussien et uniforme, c'est deux répartitions différentes de grains. Uniforme va être un peu plus géométrique, gaussien, voilà, c'est juste l'algorithme qui répartit le grain. Et monochromatique pour qu'il soit en noir et blanc. Donc là, normalement, vous avez des pixels de différentes densités sur votre gris, ce qui fait assez artificiel, hein, ça fait très mécanique. Donc faut pas hésiter par-dessus à venir mettre un petit flou gaussien à 0,5. Alors je dis 0,5, ça peut être plus, si vous avez mis plus de grains, vous mettez plus de flou, etc. Donc là on a fait une seule passe de grains, d'accord. Vous pouvez très bien en refaire une, etc. avec des réglages différents. Je le garde juste pour vous montrer, donc ça c'est le grain Photoshop, je vais l'appeler PS comme Photoshop. Et on va refaire la même chose avec cette fois-ci mon plugin. Donc on va prendre DxO Film Pack 5. Ouais Raph, t'as raison, faut recadrer, j'ai un cadrage un peu chelou. Parce que j'ai des zones qui ont été mal alignées avec le HDR, donc bien recadré pour pas voir les bandes. Ok, donc là, je prends toujours le même. Un jour, on ira en chercher un autre. Hein. Je prends toujours la Trisix de Kodak. Ok, donc ça c'est la Trisix. Voilà, donc... à droite la Trisix, à gauche Photoshop. Rien ne vous empêche, hein. Regardez, là je vais essayer de bidouiller un peu mon grain Photoshop. Voilà, bon. À gauche Photoshop, à droite la Trisix. Donc à droite vous avez un plugin qui coûte une centaine d'euros, à gauche vous avez Photoshop, le logiciel directement. Bon, ici le grain est réparti de façon plus homogène, là vous voyez il y a des petites aspérités, il va y avoir des petits morceaux de grain un peu plus clairs qui se mélangent, mais franchement la différence n'est pas fondamentale. Donc si vous n'avez pas le plugin de DxO et que vous avez envie de travailler avec comme ça des petites couches de grains que vous venez intégrer à votre image,
bah voilà, vous pouvez très bien le faire directement. Donc là, vous voyez, hop, ça, voilà, ça vient ajouter du grain. Là, dans le ciel, on le voit notamment. On le voit un peu partout d'ailleurs hein, sur l'image. Moi, j'aime bien faire ça parce que quand j'ai... sur l'infrarouge, ça aide aussi pour une raison très simple, c'est que parfois, on va avoir beaucoup de calques dans tous les sens, on a fait des sélections et parfois les sélections sont pas toujours propres à 100%. Le fait d'ajouter un calque comme ça de grain va nous permettre de nettoyer un petit peu les problèmes ou les éventuelles zones qu'on aurait mal gérées. Alors ça fait pas de miracle, hein, mais ça permet d'aider un petit peu. Alors recadrer, effectivement, Raph a raison. Ici, il va falloir créer une sélection, déjà. Hop. Et enlever tout ce qui est mal fichu. Et il me semble qu'en haut, j'ai quelque chose en haut. Ouais, regardez, en haut, là, j'ai une petite zone d'1 pixel. Voilà. Donc ça me permet vraiment d'avoir... c'est assez pratique hein, d'avoir ce calque comme ça du cadrage. Parce que il suffira ensuite de récupérer la sélection en faisant commande-clic, de l'inverser, CTRL-SHIFT-I, puis vous allez faire image, recadrer. Et ça recadrera en fonction de votre sélection active. Donc vous allez perdre tout ce qui déborde. Voilà, nous avons fini cette retouche. Alors il y a un petit truc qui me chagrine, mais je verrai ça plus tard. C'est qu'ici, sur ce poteau, vous voyez, on est vraiment cramé. J'ai plus de texture, je suis cramé. Et à ma connaissance, même dans les autres expos, j'ai pas ce tuyau non cramé. Voilà, donc il faudra voir comment remettre un peu de texture dans la zone cramée. Donc ici, on mettra de la texture. Donc on l'avait fait sur un visuel de paysage. On avait rajouté de la texture brique plusieurs fois. Et on mettra ce tuyau un peu plus rouillé. Et ici, nous désaturerons. Voilà, ça c'est les derniers détails à régler. Sinon, pour moi, cette image est terminée. Bon, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Il y a peut-être moyen de faire mieux, hein, sans doute, sûrement même. Mais en l'état, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Là-dessus. Voilà, donc on partait de ça. Ça, c'était un assemblage HDR. Et on arrive à ça au final. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de lumière ici, mais bon, moi ça me plaît bien. Après, ça, c'est un petit côté artificiel quand on regarde l'avant-après. Hein. Voilà, donc j'enregistre et comme ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous, je vais malheureusement et exceptionnellement devoir vous abandonner plus tôt pour préparer mon intervention de 18h30 ce soir. Je vous ai envoyé le lien, donc voilà, je serais ravi de vous y retrouver si vous êtes dispo et n'avez rien d'autre sur le feu à ce moment-là. Voilà, un grand merci à tout le monde et encore navré de vous abandonner si tôt. On se revoit demain après-midi. Salut tout le monde, ciao ciao.
on se quitte sur cette petite photo de Freddy. Merci Freddy et merci à toutes et à tous.